Des livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Clotilde Sey en votre compagnie pour vous présenter une nouvelle fois ce balado consacré aux livres audio, d'où le titre, si vous ne le connaissiez pas, Des livres plein les oreilles. Cette semaine, en hors d'œuvre, les loups seront au programme, les loups dans la littérature qui s'écoute. Pourquoi? Parce que Christian Signol, qui est un peu l'écrivain de la ruralité, nous arrive en audio avec une nouveauté qui s'intitule D'une beauté sauvage, où le loup tient la vedette, bien sûr, sinon je n'en parlerai pas. Au menu, en dehors de Monsieur Signol, Jack London, inévitable, Daniel Pennac et Sandrine Colette. Nouvelle rubrique dans ce balado, ça arrivera de temps en temps, le philosophe de la semaine. Eh bien, cette semaine, ce sera le passionnant Spinoza, dont je dévore la vie en ce moment dans un bouquin qui existe en audio. Je vais vous en parler. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment plus un livre d'aventure qu'un livre de philosophie. C'est comme ça que je vais vous présenter la chose. On va finir avec 3 nouveautés qui nous viennent de chez Lizzie, dont La lucidité de José Saramago, un autre portugais d'ailleurs. Spinoza était portugais. Saramago, prix Nobel de littérature. Et puis, vous êtes peut-être en train d'écouter ce balado sur YouTube ou à Canal M ou sur Spotify ou sur Apple Podcast ou sur Balado Québec ou je ne sais où. Partagez l'info, mes amis. Le livre audio, surtout au Québec, a besoin de vos oreilles pour survivre. Alors, Christian Signol, c'est un auteur français. Vous avez peut-être entendu parler de sa trilogie qui s'appelle La rivière Espérance. C'est un type qui est né dans une région rurale, dans le Quercy, en France, en 1947. Un petit village au pied de ce qu'on appelle le Causse de Martel, qui va rester d'ailleurs son paysage favori, qui va inspirer même plus tard toute sa littérature. Écoutez, petite enfance heureuse entre maman et grand-maman. Et puis surtout la lumière des collines, les parfums de la campagne, les mystères sauvages de la nature qui vont peupler tous les livres qu'il a écrits jusqu'à présent et ceux de demain, j'en suis convaincu. Maintenant, il habite le Limousin. Ça, c'est le cœur de la France, la Corrèze, près de Brive-la-Gaillarde, si cher à Brassens, là où il y avait des bonnes femmes qui se crêpaient les chignons au marché de la ville. Et c'est d'ailleurs dans ce Limousin-là, le Limousin-là, qu'on appelle aussi le plateau du Limousin, qu'on va retrouver dans ce livre qui s'appelle, je vous le rappelle, D'une beauté sauvage de Christian Signol, Jeanne et Damien, qui sont éleveurs de père en fils, qui appréhendent tous les ans le retour des loups. Ils ont travaillé dur pour entretenir leur troupeau, c'est leur seule ressource. Et là, ils vont protéger un duo de loups. Et là, on va avoir l'avis de ceux des humains qui les protègent, et parfois ce sont les loups qu'on va faire parler. Dans l'extrait qui va suivre, c'est dommage, c'est pas un extrait qui fait parler les loups, mais comme je vous le dis souvent, je prends ce qu'on me donne. Extrait D'une beauté sauvage de Christian Signol, c'est lu par Michelangelo Marchese. Les loups ont envahi Paris, soit paressés, soit par ébrus. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Les loups, les loups, les loups, les loups. Le chien, Léo, tremblait toujours. C'était un border collie noir et blanc, aux oreilles sans cesse dressées et aux yeux vifs, qui d'ordinaire débordaient d'énergie et dont la science du troupeau était naturelle. Un chien de berger, comme on disait, et un chien courageux, dévoué, mais qui, cet après-midi-là, avait sans doute éprouvé la peur des chiens que les meutes de loups, jadis, n'hésitaient pas à attaquer. Seuls les patous, ces grands chiens blancs pyrénéens, avaient semble-t-il échappé à cette ancestrale mémoire et pouvaient défendre les troupeaux contre les grands prédateurs. Jeanne songea qu'il faudrait rapidement en acquérir un, ce que lui avait recommandé Lucas, toujours soucieux d'éviter les attaques traumatisantes pour les brebis et les conflits entre les éleveurs et les services de l'État chargés de faire respecter la loi.
Damien en trouverait un facilement, car il avait un ami d'enfance près de Luchon, dont les parents avaient quitté le Massif central pour les Pyrénées à la suite d'une mutation du père, ingénieur à l'EDF. Et c'est cet ami-là, prénommé Mathias, qui lui avait procuré le berger colis quand celui qu'il possédait était mort, 2 ans auparavant. Jeanne, encore tremblante elle aussi, se saisit de son portable et composa le numéro de Lucas plutôt que celui de Damien. Dans son abatteuse, il n'entendait pas, ou même s'il entendait, il ne pouvait pas lâcher l'arbre que les dents monstrueuses agrippaient avant de les brancher. « J'ai vu un loup », dit-elle sans préambule, dès que le délégué de l'Office français de la biodiversité eut décroché. « Où ça ?»« Près de la pâture du Bois Noir, à 100 mètres de la maison. Il a attaqué hier, près de Bramefond. »« Ah, tu ne nous l'avais pas dit ?»« Non, j'ai pas eu le temps. »« Oui, je comprends. Alors, qu'est-ce que je fais ?»« Rentre le troupeau, c'est plus prudent. Je passerai demain en fin de matinée, sans faute. » On avait décidé avec Damien de le laisser dehors pour la première fois de l'année. Il vaut mieux le rentrer. On en parlera demain. Ce soir, j'ai une réunion avec l'éleveur et un attaché de la préfecture. Entendu. À demain. Elle devait réagir au lieu de demeurer assise sur son tabouret. Mais elle en était empêchée, comme si se lever allait faire ressurgir la silhouette redoutée là-bas, à 60 mètres, à l'orée du bois. « Viens !» lança-t-elle à Léo en se dressant brusquement. « Fais tourner !» Le chien eut une hésitation. Mais il la suivit et contourna le troupeau. Il avait une totale confiance dans sa maîtresse et dans les ordres qu'elle lui donnait. Jeanne fit rabattre le troupeau pour sortir de la pâture dans la direction opposée à celle où elle avait aperçu le loup, et la brebis la plus vieille, que Damien avait baptisée la Noiraude, du fait que sa tête était presque entièrement de couleur sombre, s'engagea sur ses pas, mettant le troupeau en marche derrière elle. Roman pastoral qui vient de sortir, je vous le disais, c'était exactement le 17 septembre dernier, d'une beauté sauvage de Christian Signol. L'œil du loup maintenant de Daniel Pénac, lu par Pénac. On est dans un zoo si vous préférez. Le loup, un loup, qui n'a qu'un œil, tourne en rond et de son œil il aperçoit un garçon. Le garçon s'appelle Afrique et tous les deux se mettent à se fixer pendant des heures, voire des jours, à se regarder. C'est une histoire où, comme toujours avec Pénac, la nostalgie, l'émotion, la tendresse et même parfois un peu l'humour se rencontrent. La fidélité aussi, la violence. Et Dieu sait si ni le loup ni le petit garçon ne sont épargnés. Les épreuves de la vie qu'il faut surmonter, c'est tout ça que l'on retrouve dans L'œil du loup, une merveille de bouquin écrite par Daniel Pénac, lu par Daniel Pénac, et alors la musique de Prokofiev, de Pierre et le Loup, évidemment. Cela fait bien 2 heures que le garçon est là, debout devant ce grillage, immobile comme un arbre gelé, à regarder le loup marcher. Qu'est-ce qu'il me veut ? C'est la question que se pose le loup. Ce garçon l'intrigue. Il ne l'inquiète pas, le loup n'a peur de rien. Il l'intrigue. Qu'est-ce qu'il me veut ? Il reste debout, immobile, silencieux. Seuls ses yeux bougent. Ils suivent le va-et-vient du loup le long du grillage. On n'a jamais vu de loup, quoi. Le loup, lui, ne voit le garçon qu'une fois sur 2. C'est qu'il n'a qu'un œil, le loup. Il a perdu l'autre dans sa bataille contre les hommes il y a 10 ans, le jour de sa capture. À l'allée, donc, si on peut appeler ça l'allée, le loup voit le zoo tout entier, ses cages, les enfants qui font les fous, et au milieu d'eux, ce garçon, là, tout à fait immobile. Au retour, si on peut appeler ça le retour, c'est l'intérieur de son enclos que voit le loup. Son enclos vide, car la louve est morte la semaine dernière. Son enclos triste, avec son unique rocher gris et son arbre mort. Puis le loup fait demi-tour, et voilà de nouveau ce garçon avec sa respiration régulière qui fait de la vapeur blanche dans l'air froid. Il se lassera avant moi, pense le loup en continuant de marcher. Et il ajoute, je suis plus patient que lui. Il ajoute encore, je suis le loup. Mais, le lendemain matin, en se réveillant,
La première chose que voit le loup, c'est ce garçon, debout devant son enclos, là, exactement au même endroit. Le loup a failli sursauter. Il n'a pas passé la nuit ici tout de même. Il s'est contrôlé et il a repris son va-et-vient comme si de rien n'était. Cela fait 1 heure maintenant que le loup marche. 1 heure que les yeux du garçon le suivent. Le pelage bleu du loup frôle le grillage, ses muscles roulent sous sa fourrure d'hiver. Le loup bleu marche comme s'il ne devait jamais s'arrêter, comme s'il retournait chez lui là-bas, en Alaska. Loup d'Alaska, c'est ce qu'indique la petite plaque en fer sur le grillage. Et il y a une carte du Grand Nord avec une région peinte en rouge pour préciser. Loup d'Alaska, Barren Lands. Je l'intéresse donc tant que ça? Le loup fronce les sourcils. Il s'en veut de se poser toutes ces questions à propos de ce garçon. Il a juré de ne plus jamais s'intéresser aux hommes. Le meilleur des hommes ne vaut rien. C'est ce que disait toujours Flamme Noire, la mère du loup. Jusqu'à la semaine dernière, le loup s'arrêtait quelquefois de marcher. La louve et lui s'asseyaient en face des visiteurs, et c'était exactement comme s'ils ne les voyaient pas. Le loup et la louve regardaient droit devant eux, leurs regards vous passaient au travers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien regarder comme ça, se demandaient les gens. Qu'est-ce qu'ils voient? Et puis la louve est morte. Elle était grise et blanche comme une perdrix des neiges. Depuis, le loup ne s'est plus jamais arrêté. Il marche du matin au soir. Sa viande gèle sur le sol autour de lui. Dehors, droit comme un i dont le point ferait de la vapeur blanche, le garçon le regarde. Tant pis pour lui, décide le loup. Pourtant, le lendemain, le garçon est encore là. Et le jour suivant, et les jours d'après. Au point que le loup est bien obligé de repenser à lui. Mais qui est-ce? Qu'est-ce qu'il me veut? Fait donc rien de la journée? Travaille pas? Pas d'école? Pas d'amis? Pas de parents? Ou quoi? Incroyable, pense le loup. Enfin, demain on fermera le zoo. C'est le jour du mois consacré aux soins des bêtes, à l'entretien des cages. Pas de visiteurs ce jour-là. Je serai débarrassé de lui. Pas du tout. Le lendemain, comme les autres jours, le garçon est là. Il est même là plus que jamais, tout seul devant l'enclos, dans le jardin zoologique absolument désert. Quel bonheur de lecture. C'est tout court, hein. 1h16 d'écoute pour 96 pages sur papier. L'œil du loup de et par Daniel Pénac. Difficile d'évoquer les loups sans évoquer Cro-Blanc, sans évoquer Jack London, qui aurait eu 150 ans l'an prochain. Oui, il est né en 1876, un mois de janvier. Et oui, difficile de passer à côté de cette histoire qui nous amène dans la vie âpre de ces animaux sauvages et des chasseurs indiens, ou même aussi des Blancs. Là encore, on est en Alaska et la vie est difficile pour les humains comme pour les animaux. Le décor est sauvage, la nature est hostile. On a vendu ce livre-là de Jack London, qui s'est d'ailleurs inspiré de ses propres souvenirs de son séjour dans le Grand Nord, comme étant un livre pour les enfants. Eh bien, en tout cas pour la jeunesse. Moi, je trouve que les adultes que nous sommes ont tout intérêt à lire, relire ou écouter Cro-Blanc de Jack London, un extrait lu par Cédric Zimmerlin. J'ai dit que 7 convives ont eu droit à un poisson. Henri regarda son compagnon avec pitié et, s'arrêtant de manger, compta de loin les bêtes. « Eh bien, ils ne sont que 6 à présent. »« Bien sûr, puisque j'ai vu le 7e partir en courant. » Henri hocha la tête. « J'aimerais bien que ce voyage soit fini. Il est grand temps, je crois. » « Qu'entends-tu par là ? » « J'entends que la fatigue commence à agir sur tes nerfs et que de voir des choses... C'est ce que j'ai pensé d'abord. Malheureusement, le 7e convive a laissé ses traces sur la neige. Tu pourras les voir si tu veux. » Sans répondre, Henri se remit à manger.
Son repas fini, il but une grande tasse de café et s'essuya les lèvres d'un revers de main, puis il reprit, pensif. « Alors, Bill, tu crois que c'en était un ?» Quelque part, dans la forêt, un long hurlement s'éleva, sauvage et plaintif. Henri écouta, et tendant la main dans la direction du cri, « Tu crois que c'est l'un d'eux qui est venu ?» « J'aimerais penser le contraire, » répondit Bill. Les cris se répondaient maintenant de tous côtés dans les profondeurs du Wild. Les chiens, épouvantés, avaient rompu leurs attaches et étaient venus s'entasser près du feu, sur la neige, si près que leur fourrure grésillait. Bill jeta une brassée de branches dans le feu et alluma sa pipe. Il regarda pensivement le cercueil sur le traîneau et murmura « J'ai peur qu'il ne soit plus heureux que nous, celui-là. » Il aurait pu faire de vieux os s'il était resté chez lui, remarqua Henri. Il s'interrompit pour considérer à quelque distance 2 yeux brillants dans l'obscurité comme des tisons ardents. Il les montra à son compagnon, qui lui en montra en réponse 2 autres, puis 2 autres encore. Par moments, les tisons s'éteignaient pour se rallumer ailleurs un instant après. Affolés, les chiens bondissaient en tous sens, cherchant à se monter les uns sur les autres en hurlant pour être plus près des hommes et du feu. L'un d'eux, dans la bousculade, roula dans le brasier. L'air s'empuantit de l'odeur de la fourrure grillée, tandis que ses hurlements plaintifs s'ajoutaient au vacarme et à la confusion. Le cercle d'yeux phosphorescents flotta un moment, puis se reforma, le calme revenu. Les 2 hommes étendaient les couvertures et les fourrures sur des branches de sapin posées sur la neige. Henri commença à dénouer ses mocassins de peau de daim. « Combien dis-tu qu'il nous reste de cartouches, Bill » grogna-t-il. « 3. Et c'est maintenant que j'aimerais en avoir 300. » Il enleva à son tour ses mocassins, qu'il exposa soigneusement au feu. « Je voudrais bien aussi que le froid s'arrête. Il fait moins 10 depuis 15 jours. Quelle idée nous avons eue d'entreprendre cette expédition. Je n'aime pas la tournure que cela prend. C'est mal parti, je le sens. Enfin, puisque nous en sommes là, finissons-en rapidement et qu'on n'en parle plus. Tout ce que je souhaite, c'est de nous retrouver à Fort McGurry, tranquillement, assis auprès du feu et à jouer aux cartes. Extrait de Croc blanc de Jack London, lu par Cédric Zimmerlin. Avez-vous vu le film Berger ? Au moment où je préparais cette émission-là, j'ai appris que ce film de Sophie de Raspe était en nomination à 11 reprises au prix Iris, qui récompense ce qui se fait de meilleur dans le cinéma québécois. Rappelons qu'au départ, c'est un livre qui s'appelle « D'où viens-tu Berger ?», qui n'existe pas, un livre audio, qui raconte l'histoire, par l'auteur d'ailleurs, de Mathias Lefébure, qui décide de quitter le monde de la publicité, le monde turbulent de la publicité, pour tenter sa chance dans le monde pastoral des gardiens de moutons en Provence. Alors, si vous avez vu le film, je n'en dirai pas plus, mais sinon, je vous recommande un podcast que vous pouvez découvrir sur YouTube, un podcast en 4 parties de 25 minutes, peut-être aussi sur d'autres plateformes d'ailleurs, qui nous raconte les dessous du film et de l'aventure de Mathias Lefébure, ainsi que du comédien qui l'incarne, qui s'appelle Félix-Antoine Duval. Voici un extrait de Berger inventer une montagne. C'est l'arrivée, la vraie, que raconte Mathias Lefébure dans le sud de la France. Bienvenue à Marseille, il est 12h50 heure locale. Veuillez rester assis avec votre ceinture de sécurité bouclée. Quand j'arrive à Marseille pour rejoindre l'équipe de tournage, je me rappelle immédiatement de la première fois où j'ai atterri ici. 20 ans plus tôt, j'arrivais à Aix. J'arrive à Aix, j'appelle l'éleveur. Je dis oui, c'est moi le Canadien qui t'a appelé 2-3 semaines, puis je suis prêt à commencer. Là. Et puis ça marche plus. Il y avait un ancien berger qui était parti en désintox, qui est revenu.
Ça, je veux dire, ça s'invente pas. Donc, l'ancien berger était plus alcoolique? Il était guéri. Toi, finalement, tu te retrouves dans le sud de la France, avec le désir d'être berger, mais là, t'as plus vraiment de direction où aller. Ton seul lien avec le pastoralisme est tombé à l'eau. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Cet éleveur-là me dit cependant que je peux aller à une foire ovine, les lieux où les éleveurs se rencontrent, puis offrir mes services. Et il dit, on manque de bergers, ça va faire comme une traînée de poudre, vous allez trouver un endroit. Bonjour, messieurs. Mesdames, bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je cherche une place de berger. J'ai pas beaucoup d'expérience, donc apprenti aussi, ce serait bien. Ça, c'est dans la vraie vie, parce qu'il y a le récit, ça s'en rapproche, le film aussi, mais ça, c'est dans la vraie vie. Dans le roman, c'est la même chose. Oui, dans le roman, c'est sensiblement... Oui, c'est la même chose. Puis dans le film aussi. Sensiblement la même chose. Ben, il y a des beats différents. Évidemment. Mais ça suit cette trame-là. Je me pointe là, c'est plutôt hostile. Ça, on le voit dans le film. Et là, il y a des twists un peu différents dans le roman. Mais ce qui se passe, c'est que je laisse quand même mon numéro piné dans le local des éleveurs, avec une espèce d'annonce qui a dû les faire rire. Là. J'avais écrit Bon marcheur aime la solitude. Autodidacte. Je me souviens, je l'ai gardé, ça. Quand j'y repasse avec des années, un éleveur qui voit ça. Bon marcheur aime les animaux autodidactes. Ils ont dû voir que... C'est pas mal le profil nécessaire? Oui, mais c'est pas pas conceptuellement pour les éleveurs. Quelqu'un qui met une annonce comme ça, c'est ça c'est quelqu'un de la ville. Là. C'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui s'invente une montagne. C'est quelqu'un qui est pas berger, qui est en amour peut-être avec l'idée d'être berger. C'est ça, tu montrais tes couleurs, là. Oui, puis je faisais un peu un pitch. Ouais. Le publicitaire n'était pas encore complètement mort, là. Non. C'est ça. Si jamais quelqu'un parmi vous a besoin, ici, j'ai mes coordonnées. Je suis disponible maintenant. T'as gardé chez qui? J'ai pas encore gardé. Donc, tu viens de la ville pour jouer au berger. Fumeur d'herbe qui retourne à la terrasse. Non. Oui, effectivement, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec. Je suis québécois. Ah, ben voilà, c'est pour ça, je comprenais que dalle. Et pourquoi tu viens du Canada pour faire berger en Provence? En fait, je suis à la recherche de la véritable expérience. Une grande partie des bergers de ma génération viennent de la ville, puis sont dans des parcours de rupture, puis sont un peu idéalistes, très, très, très idéalistes aux yeux des éleveurs, mais ils cohabitent parce qu'il y en a avec qui ça fonctionne. Dans une relation symbiotique. Ils ont chacun besoin de l'autre, même s'ils se comprennent pas nécessairement. Ils viennent pas du même monde, tu le nommes super bien, mais ils ont besoin l'un de l'autre. Les éleveurs ont besoin des bergers, et les bergers ont besoin des éleveurs. Très beau souvenir de ce film-là, et ce balado a été réalisé et monté par cette jeune voix qu'on a entendue, Renaud Lessard-Sainte-Marie, avec comme invité Mathias Lefébure, Sophie de Raspe, la réalisatrice du film, et Félix-Antoine Duval. Pour finir cette demi-heure consacrée aux loups, de Sandrine Colette, On était des loups, c'est lu par Thierry Ancis. En voici un extrait. Leur enclos, j'y ai mis une batterie solaire à cause de toutes les saloperies de prédateurs qui viendraient me les écorcher la nuit, et ça les protège. C'est pareil pour les chèvres, même si les chèvres avalent et rentrent dans la bergerie le soir, elles préfèrent. C'est vrai qu'un cheval, ça se défendrait le temps que j'arrive. Une chèvre, je ne suis pas sûr. C'était pas une vie pour les chèvres non plus, et à vrai dire ici, c'est une vie pour pas grand monde. Il y a quelques années de ça, des jeunes sont venus s'installer dans le coin. C'était 2 ou 3 couples, des rêveurs, des écolos, des branleurs, quoi. Ils sont venus sans rien, avec juste leurs bites et leurs couteaux. Ça faisait rire Henri de les voir construire leur tipi à la con et bêcher leurs petits potagers qui ont pris le gel en pleine gueule à la mi-août. Parce que ça arrive qu'à la mi-août, il gèle déjà, oui. Voilà, ils n'avaient pas de chevaux et pas d'armes à feu.
Ils n'étaient pas des sauvages, il disait. Et il disait ça rapport à nous. Et ça me donne le sourire d'y penser. Il faut en profiter, le sourire, je ne vais pas en avoir de trop ces temps-ci, je crois bien. Du coup, les jeunes se sont retrouvés en septembre sous la neige avec leurs garde-manger à moitié vides, sans moyen de les remplir et sans moyen de transport non plus, vu que la motoneige qu'ils avaient prévue ne passait pas dans le quart des chemins et qu'ils étaient à pied. De toute façon, on a rarement vu une motoneige gagner sur un lapin, et il y a fort à parier qu'à la course avec leur couteau de ville, les gars auraient eu du mal à le baiser, le lapin. Enfin, ils n'étaient pas prêts, ils avaient lu des livres et regardé des films, et ils s'étaient dit que ce serait formidable de vivre en pleine nature dans un coin perdu comme celui-là. Mais ils avaient sous-estimé plein de choses, et notamment le fait que la nature n'était pas forcément heureuse de les voir arriver. Ou du moins qu'elle ne ferait pas lourd pour les aider. Bref, ils avaient oublié que la nature, c'est marche ou crève. Ce n'est pas le soleil, les petits oiseaux et des gens mignons autour. Il faut le savoir quand on vient ici, sinon ça cogne la tête un jour pas loin. Les jeunes sont partis au milieu de l'hiver, c'est Henri qui les a reconduits à la ville en quelques tours d'avion, une semaine où il faisait beau. Ils ont dit qu'ils avaient compris, qu'ils allaient se préparer cette fois, qu'ils reviendraient à la fin du printemps gonflés à bloc qui ne sont jamais revenus. Leur camp est abandonné depuis des années. Peut-être 7 ou 8, et les ours sont tous saccagés à l'extérieur et griffaient les portes et les fenêtres des cabanes pour essayer d'entrer. Les tipis, je n'en parle pas. Les tipis, on ne voit même plus qu'ils ont existé. À l'intérieur des cabanes, ça ne doit pas être mieux. Des maisons pas entretenues, pas chauffées, ça ne dure pas. Mais ce ne sont pas mes affaires. Moi, des affaires, j'en ai suffisamment pour m'occuper et me noyer la tête. C'est Ava qui a eu un drôle de regard quand les jeunes ont décampé. Comme si elle les avait enviés ou quelque chose de cet ordre. Je ne crois pas qu'elle était triste de les voir quitter la région, on ne se connaissait pas trop, ça n'était pas ça. C'était vraiment l'idée qu'elle s'en faisait. Je me souviens qu'à cette époque, je me suis demandé si elle l'aimait, cette vie. Elle ne l'avait pas trop choisie, c'est moi qui l'avais choisie. Et elle ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il y avait en dessous, même si je l'avais prévenue. Je lui avais dit que je vivais comme une bête au milieu de la montagne. Et ça l'avait fait rire, elle croyait que je plaisantais. On était des loups, formidable bouquin de Sandrine Colette, lu par Thierry Ancis. Oui, j'aurais voulu vous présenter d'Hélène Grimaud, Variations sauvages. Hélène Grimaud, pianiste et grande amoureuse des loups, autrement dit une lycanthrope ou une loupophile. Mais le livre n'a pas été enregistré. Par contre, vous pouvez le trouver à la Bibliothèque sonore romande. Sur le net, c'est en Suisse et c'est gratuit. À votre l'émission, je vais intégrer une rubrique qui s'appellera le philosophe de la semaine en livre audio. Cette semaine, je vous présente 2 extraits de livres audio qui tournent autour de Spinoza. L'homme qui a tué Dieu, c'est le titre d'un des bouquins, et Le miracle, Spinoza. Et pour finir, si le temps le permet, on aura le droit à 3 nouveautés à vous glisser entre les oreilles. Mais d'abord, Spinoza donc. L'homme qui a tué Dieu, ça a été écrit par José Rodrigues dos Santos. C'est un Portugais, un journaliste passionné de cet homme que fut Spinoza. Je vous avouerai que j'ai lu, en fait je lis encore au moment où on se parle, ce livre-là comme un véritable bouquin d'aventure. Et non, ce n'est pas chiant la philosophie, c'est du moins ce que moi je pensais. Et je suis en train de revoir mon opinion sur le sujet. Alors, Amsterdam, 1640. À l'époque, les Juifs portugais sont chassés de leur pays par l'Espagne, ou ça c'est au mieux quand ils sont chassés, ou au pire ils passent par le bûcher à cause de l'Inquisition, et on les brûle en tant qu'hérétiques puisqu'ils sont juifs. Alors la famille Espinosa est évincée vers les Pays-Bas. Et au tout début du livre, et c'est d'ailleurs ce qu'on va entendre, on voit un type qui est excommunié de la communauté juive portugaise à Amsterdam parce qu'il a remis en question les écritures. Et le jeune Benoît de Espinosa assiste à la scène. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'il va se mettre à douter
de ce qu'il entend, de ce qu'il lit dans la Torah, de ce qu'on lui apprend au Talmud et tout ça. Et c'est vraiment fascinant de voir ce môme qui s'intéresse à la philosophie comme d'autres vont s'intéresser au chewing-gum. Non, mais bref, c'est superbement écrit, plus, je vous dis, un roman d'aventure. J'aimerais qu'on en écoute tout de suite un extrait, oui, de L'homme qui a tué Dieu de Santos autour de la vie de Espinosa. Toujours debout au milieu de l'entrée, Uriel d'Acosta prit une profonde inspiration, comme pour s'encourager à faire ce qu'il était venu faire là. Il se remit à marcher, échine courbée sous le poids de la défaite, regard apeuré rivé au sol, et entra dans la synagogue par le couloir central, autour duquel les fidèles le dévisageaient. Il atteignit la bima, la plateforme en bois située au centre du sanctuaire, où se déroulaient habituellement les lectures. Après une nouvelle hésitation, il la gravit à pas lents et lourds, tel un condamné qui se rend vers l'échafaud. La bima était déserte, et les regards des Yéhoudis étaient tous braqués sur lui, comme s'il s'agissait du hacham prêt à officier. Se tournant vers la foule, Uriel sortit de son manteau le papier que le hacham Saul Lévi Mortera, le grand rabbin, avait préalablement rédigé avec les mots appropriés pour l'occasion. Il le déplia. Ses mains tremblaient de nervosité, et le papier ne cessait de bouger. Il déglutit d'un coup sec en posant les yeux sur les premières lignes du texte. Puis, il se racla la gorge. « Moi, Gabriel d'Acosta, fils de Bento et Sarah d'Acosta, né à Porto et diplômé en droit canonique à l'université de Coimbra, revenu à la vraie foi en 1612, ici, dans la communauté portugaise d'Amsterdam, où les Juifs vivent sans craindre d'être Juifs. Après avoir été excommunié une seconde fois il y a 7 ans pour mes péchés, je viens devant vous pour me confesser. » dit-il d'une voix faible et tremblotante. « Les péchés que j'ai commis mériteraient que je meure 1000 fois, car j'ai propagé des blasphèmes qui offensent Hachem, béni soit son nom. J'ai violé le Shabbat. Je n'ai pas gardé la vraie foi, et je suis allé jusqu'à dissuader d'autres personnes qui suivent la foi mauvaise de devenir juifs. Je consens à obéir à l'ordre qui m'a été donné, et je m'engage à remplir toutes les obligations qui pourraient m'être imposées et à me soumettre volontairement aux punitions qu'on voudrait m'infliger. Je promets solennellement de ne plus retourner sur de mauvaises pentes désormais, d'éviter les turpitudes et les crimes dans lesquels je suis tombé, et de ne plus fouler que le chemin de la vraie foi. » Cette déclaration fut accueillie par un silence total. Les mains toujours tremblantes, Uriel replia la feuille qu'il venait de lire et la remit dans la poche intérieure de son manteau. Il descendit de la bima et fut apostrophé par le hacham Mortera. Le rabbin lui murmura discrètement quelque chose à l'oreille et lui indiqua un angle de la synagogue. Avec un geste d'acquiescement, Uriel s'y dirigea à pas lourds. « Qu'est-ce que c'était, père ?» demanda le petit Bento qui ne comprenait toujours pas ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'il a fait ?»« Il a péché, » répondit son père. « Il y a plusieurs années, par la volonté de Dieu, un shérem a été prononcé contre lui. » Le garçon écarquilla les yeux. « Un shérem ?» L'homme qui était monté sur l'abima avait été excommunié ? Et plus extraordinaire encore, pourquoi le shérem durait-il depuis tant d'années ? Pourquoi ? Quel a été son péché ? Il a défié le Seigneur. Cette réponse ne le satisfit pas totalement. Bento avait beau être encore un enfant, il fréquentait déjà l'école du Talmud Torah et avait appris à lire. Il savait bien que le shérem était une punition relativement courante dans la nation, dont faisait partie la communauté portugaise d'Amsterdam, et qu'elle était infligée pour les causes les plus diverses par le Mahamad, le conseil qui gouvernait la communauté. Il suffisait par exemple qu'un membre de la nation discute de questions religieuses avec un païen, qu'il achète de la viande chez un boucher tudesque, ou qu'il insulte un membre de la communauté portugaise pour être frappé de shérem. Quel péché a-t-il commis, père ? Des choses graves, mon petit Bento. Il a offensé notre Dieu béni. Le petit se tassa sur sa chaise, terrifié de se trouver dans la synagogue en compagnie de quelqu'un qui avait commis un crime aussi odieux, et craignant presque que les péchés soient aussi contagieux que les pestes qui ravageaient périodiquement le pays.
Et l'homme repentant va même aller jusqu'à se faire fouetter. On l'attache sur une colonne de la synagogue. Et le petit Spinoza, parce que c'est lui Bento, hein, le petit Spinoza, il a 10 ans, il regarde ça et donc il demande à son père, attends, simplement parce qu'il a parlé de Dieu en mal ou je ne sais pas quoi, simplement ça, il a donc été victime d'un chérem. Et Spinoza, Baruch, de son prénom, Baruch en hébreu, Bento en portugais, Benoît en français, eh bien lui aussi sera, une quinzaine d'années plus tard, victime d'un chérem et excommunié. Pourquoi ? Parce que toute sa vie, il va notamment être celui qui va critiquer la Bible. Pourquoi ? Parce que la Bible a été écrite après la vie de Jésus-Christ. Elle a été même écrite pour la plupart par des gens qui n'ont pas connu le Christ. Et donc, il va commencer à se poser des questions. Il va pousser... il va se demander, mais même Dieu, enfin, comment peut-on le concevoir ? Tout en y croyant d'ailleurs. Mais pour lui, Dieu était partout. C'était pas un être comme ça au-dessus à qui on pouvait demander n'importe quoi. Il était partout, y compris dans les hommes. Et c'est à cause de ça que non seulement il a été excommunié par les Juifs, mais aussi par les chrétiens, aussi par les orthodoxes. Tout le monde lui en a voulu, il a été obligé de s'expatrier et c'est là qu'il a consacré sa vie à ses recherches. Et je vous jure, tomber dans l'éthique de Spinoza, ce que je fais en ce moment, c'est pas toujours évident, hein. Parfois c'est un petit peu incompréhensible, ce texte écrit en XVIIe siècle à peu près, mais je vous recommande d'aller lire Frédéric Lenoir, qui a écrit le Miracle Spinoza, une philosophie pour éclairer notre vie. C'est une plume hyper accessible pour comprendre quelle a été toute la démarche psychologique et religieuse du jeune Spinoza pour mettre, d'après lui, ce Dieu-là à la bonne place, c'est-à-dire dans le cœur des humains. C'est finalement, je vais vous dire, il a été le premier à parler de la pleine conscience. C'était pas en ces termes-là, mais dans le ici et maintenant, de vivre dans la joie de ce que l'on a plutôt que de ce que l'on n'a pas. Voilà, c'était ça Spinoza, et c'est pour ça que c'est très, très, très contemporain. Et c'est pour ça que je vous recommande de lire Le Miracle Spinoza, qui est parfaitement clair, de M. Frédéric Lenoir. C'est lu par David Manet, une philosophie pour éclairer notre vie. Dans l'extrait qu'on va entendre, c'est Goethe qui s'exprime au sujet du maître que fut pour lui Monsieur Spinoza. Cet esprit, qui exerçait sur moi une action si décidée et qui devait avoir sur ma manière de penser une si grande influence, c'était Spinoza. En effet, après avoir cherché vainement dans le monde entier un moyen de culture pour ma nature étrange, je finis par tomber sur l'éthique de ce philosophe. J'y trouvais l'apaisement de mes passions. Une grande et libre perspective sur le monde sensible et le monde moral semblait s'ouvrir devant moi. Le calme de Spinoza, qui apaisait tout, contrastait avec mon élan, qui remuait tout. Sa méthode mathématique était l'opposé de mon caractère et de mon exposition poétique. Et c'était précisément cette méthode régulière, jugée impropre aux matières morales, qui faisait de moi son disciple passionné, son admirateur le plus prononcé. Je m'adonnai à cette lecture, et je crus, portant mes regards en moi-même, n'avoir jamais eu une vue aussi claire du monde. Ce que souligne Goethe de si surprenant, c'est le contraste entre le caractère géométrique, particulièrement aride, de l'éthique, et la force d'apaisement que cet ouvrage peut procurer, notamment sur les caractères les plus passionnés. Spinoza a l'ambition de démontrer, de manière quasi objective, l'intelligence et l'harmonie profonde qui unissent tout le réel. Partant de Dieu, défini comme la substance unique de ce qui est, il entend montrer que tout a une cause, de l'ordre cosmique au désordre de nos passions, et que tout s'explique par les lois universelles de la nature. Tout chaos n'est qu'apparent, le hasard, comme les miracles, n'existe pas.
S'il y a pourtant un miracle qu'on aimerait démasquer par une juste connaissance des causes, c'est bien le miracle Spinoza. Comment cet homme a-t-il pu, en moins de 2 décennies, édifier une construction intellectuelle aussi profonde que révolutionnaire? Car, comme nous le verrons, la pensée de Spinoza constitue une véritable révolution politique, religieuse, anthropologique, psychologique et morale. En prenant la raison pour seul critère de la vérité, il se place d'emblée dans l'universel et l'intemporel, car elle est la même pour tous les hommes, de tous les temps. C'est pourquoi son message n'a rien à craindre de l'usure du temps ou des singularités de sa naissance. Spinoza se place également sous l'égide de la raison, mais dépasse largement ce clivage. Sa pensée, à la rigueur géométrique, déconstruit les systèmes existants pour bâtir une philosophie globale qui ne fait plus la séparation entre le créateur et la création, le spirituel et le matériel, mais appréhende dans un même mouvement l'homme et la nature, l'esprit et le corps, la métaphysique et l'éthique. Ce coup de force intellectuelle, Spinoza le réussit dans un XVIIe siècle où triomphent les obscurantismes, les intolérances, le fanatisme. Insensible au conformisme, ses ouvrages seront condamnés par toutes les religions, il libère l'esprit humain des traditions et des conservatismes. Et cela dans tous les domaines. Oui, Baruch, Bento en portugais, Baruch en hébreu, ou Benedictus en latin, qui n'était pas sa langue du tout natale. Il a fallu qu'il l'apprenne sur les bancs de l'école, et c'est en latin qu'il a rédigé notamment l'éthique et d'ailleurs la plupart de ses écrits. Le philosophe de la modernité, lui, il a été bercé par les écrits de Descartes au sujet de la raison dont il était question dans le... Mais lui, il est allé beaucoup plus loin et surtout, il est allé au-delà de toutes les religions. Pour ceux que ça intéresse, il est un des pères de la spiritualité, mais pas de la religion. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui l'a tué, parce que tuberculose ou assassinat, personne ne s'entend là-dessus réellement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est mort très jeune. Il avait un petit peu plus de 40 ans, Monsieur Spinoza, dont je vous recommande, oui, la lecture, parce que c'est quelqu'un qui, en 2025 et 2026, est très, très, très éclairant. Et on va finir l'émission avec quelques nouveautés, notamment celle-ci. Quand j'ai écouté l'extrait, j'ai trouvé ça fort intéressant. Ça s'appelle « Mon vrai nom est Elisabeth ». C'est écrit par Adèle Yon. J'espère que je prononce bien, Y-O-N. On est avec une chercheuse qui craint d'être schizophrène et qui retrouve dans sa généalogie une grand-mère, Elisabeth, une arrière-grand-mère, qui a été diagnostiquée schizophrène dans les années 50. Elle ne sait rien de cette femme-là, ni du reste de toute sa famille. Une famille de non-dits. Famille, il y a des gens dont on ne parle pas, il y a des noms même qu'on ne prononce pas. Maman, c'est un non-sujet. À un moment donné, c'est ce qui est écrit dans ce livre-là. C'est un livre poignant, c'est un premier bouquin écrit par Adèle Yon. Je vous en propose un extrait, c'est lu par Léa Lapiower. Il est question de cette famille et de son lot de secrets, mais surtout, dans cet extrait-là, d'un suicide. Le 4 janvier 2023, à 3h du matin, il a sauté du 7e étage de l'immeuble de la rue d'Aligre, laissant derrière lui, en évidence sur la table de la cuisine, les clés d'une voiture de location Honda 245 AWD32 garée dans le parking de l'immeuble. Ce geste vient achever, comme un point d'orgue, un suicide social scrupuleusement fabriqué depuis 50 ans. Car le protocole final ne commence pas quelques jours avant le saut, lorsqu'il loue cet appartement à Paris, ni même quelques mois plus tôt, lorsqu'il vend sa maison du Midi, après s'être débarrassé de tout ce qu'elle contient, des livres qu'il a nombreux, des meubles anciens. Le protocole final commence en réalité une quinzaine d'années auparavant, à la mort de son père, lorsqu'il rompt tout contact avec sa famille, et même sûrement encore plus tôt,
au début des années 1980, lorsque, âgé d'une trentaine d'années, après avoir revendu à prix d'or le premier outil de communication en ligne dont lui revenait la paternité et qui deviendrait le Minitel Rose, il s'installe dans le Midi et met progressivement fin à toute relation sociale, jusqu'à refuser la couverture de l'assurance maladie. En réalité, la transformation de Jean-Louis en une non-personne était déjà ancienne. Tout aussi scrupuleusement, Jean-Louis, avant de sauter, envoie un mail à 3 personnes. Sa petite sœur, la femme avec qui il a partagé quelques années de sa vie, et le fils de celle-ci. Le ton du mail laisse penser que le contenu est sensiblement le même pour les 3, à la variation près des consignes qu'il achève. Dans la phrase qui clôt le mail adressé à sa sœur, une phrase dans laquelle il apparaît définitivement détaché de tout sentiment vis-à-vis de ce corps qu'il s'apprête à jeter dans le vide, il s'excuse auprès d'elle d'avoir à lui demander de s'occuper de son incinération et de la dispersion des cendres. Mais, dit-il, je n'ai pas trouvé le moyen d'achever par moi-même mon voyage. Vertige de la disparition, puisque le voyage ne s'achève pas, selon lui, à l'instant de la mort, au moment où le souffle se tait, mais lorsque tout aura absolument disparu, lorsque les cendres elles-mêmes, derniers vestiges du corps, auront été emportées par le vent ou par les flots dans le courant de la Seine. De cela, il ne peut se charger lui-même. Et la responsabilité de sa disparition radicale repose tragiquement dans le geste de quelqu'un d'autre. Par ce geste, advenu le 4 janvier 2023 à 3h du matin, Jean-Louis achève son œuvre. Mais il revient à quelqu'un d'autre d'y apposer sa signature. J'aime, je vais aller me procurer ça. Mon vrai nom est Elisabeth, écrit par Adèle Yon, lu par Léa Lapuer. Tiens, on va aller dans quelque chose d'un petit peu plus léger, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait. Je n'ai jamais lu encore Shame on Me de José Saramago. Ce livre-là est un des seuls de Saramago, le portugais qu'on retrouve en livre audio. Ça s'appelle La lucidité. C'est lu par Christophe Brault. Alors, je vous mets un petit peu dans le contexte. On est au lendemain des élections municipales. Bon, jusque-là. Organisées dans la capitale sans nom d'un pays sans nom. La stupeur s'empare du gouvernement lorsqu'on découvre que 83% des électeurs ont voté blanc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en Europe. On se déplace, mais on vote rien. C'est considéré comme un vote, puisqu'on s'est déplacé. Alors donc, là, c'est 83% qui votent de votants qui ont voté blanc. Et là, ils se disent, mais enfin, c'est pas possible, ça peut pas être un rejet démocratique, ça peut pas être, tous les citoyens ne peuvent pas avoir rejeté comme ça l'ensemble de la politique, c'est pas, ça marche pas. Et ils craignent que cette espèce de peste blanche, comme l'appelle Saramago, ne contamine l'ensemble du pays et qu'à venir, tous les votes se solde par des votes blancs de la part de la majorité des votants. Alors, il y a un état de siège qui est décrété et il y a un commissaire de police qui est chargé d'éliminer les coupables. Il y a même une affaire de lettres anonymes qui suggère un lien entre la vague de votes blancs et une femme qui, quelques années auparavant, a été la seule à ne pas succomber à une épidémie de cécité. Bref, c'est du Saramago dans toute sa splendeur et dans l'extrait qui suit, c'est précisément le jour du vote et c'est un jour de forte pluie. Extrait de La lucidité de José Saramago, lu par Christophe Brault. En réalité, il ne s'agissait pas de 4 misérables gouttes, mais de seaux d'eau, de trombes, de Nil, d'Iguassou et de Yangtze-Kiang. Mais la foi, bénie soit-elle à tout jamais, outre qu'elle éloigne les montagnes du chemin de ceux qui recourent à son pouvoir, est capable de se précipiter sous les averses les plus torrentielles et d'en ressortir complètement sèche. Le bureau fut constitué, chacun occupa la place qui lui revenait. Le président signa le document idoine et ordonna au secrétaire d'aller l'apposer sur la porte de l'édifice, comme prévu par la loi. Mais l'homme ainsi dépêché
manifestant ainsi un bon sens élémentaire, fit remarquer que le papier ne resterait même pas fixé au mur 1 minute. En 2 secondes, l'encre s'effacerait et à la 3e, le vent l'emporterait. Alors placez-le à l'intérieur, à un endroit hors d'atteinte de la pluie. La loi est muette sur ce sujet. L'important, c'est que le document soit exposé à la vue de tous. Il demanda aux membres du bureau s'ils étaient d'accord. Tous répondirent oui, mais le représentant du PDD insista pour que la décision soit consignée au procès-verbal, afin de prévenir toute contestation. Quand le secrétaire revint de sa mission humide, le président lui demanda comment était le temps à l'extérieur. « Pareil, juste bon pour les grenouilles. Y a-t-il des électeurs là-bas dehors ? Pas l'ombre d'un seul. » Le président se leva et invita les membres du bureau et les représentants des partis à l'accompagner pour l'inspection de l'isoloir, qui s'avéra exempt de tout élément susceptible d'entacher la pureté des choix politiques qui allaient se décider là-dedans tout au long de la journée. Cette formalité accomplie, ils revinrent à leur place pour examiner les listes électorales qu'ils découvrirent être dépourvues, elles aussi, de toute irrégularité, lacune ou autre caractéristique suspecte. Le moment solennel où le président ouvre l'urne et l'exhibe devant les électeurs était venu afin que ceux-ci puissent s'assurer qu'elle était bien vide et que le lendemain, en cas de besoin, il soit en mesure d'attester qu'aucun acte délictueux commis en pleine nuit n'avait abouti à l'introduction là-dedans de faux bulletins, attentant à la libre et souveraine volonté politique des citoyens, et que ne se répéterait pas ici, une fois de plus, la fraude historique à laquelle l'on donne le nom pittoresque de bourrage d'urne, qui, ne l'oublions pas, peut être perpétré aussi bien avant que pendant ou après l'acte électoral, selon l'occasion et l'efficacité de ses auteurs et de leurs complices. L'urne était vide, pure, immaculée, mais il n'y avait pas un seul électeur dans la salle. Pas le moindre votant susceptible de servir d'échantillon et devant qui exhiber le réceptacle. La lucidité, écrit par José Saramago. On va se laisser avec un bouquin. Quand vous allez entendre l'extrait, vous allez comprendre. J'ai un peu hésité à vous le diffuser. Puis quand j'ai compris qu'il s'agissait d'une biographie, j'ai dit « Ah, ok ». Ça s'appelle « Je suis né du diable » de Jean-Christophe Granger, qui nous a habitués à des histoires d'horreur. Là, l'histoire d'horreur, c'est son enfance. Et quand il est allé creuser dans son enfance, Monsieur Granger, il a trouvé des choses vraiment pas jolies, notamment un destin familial marqué par un père diabolique. Un extrait de « Je suis né du diable ». Dans la camionnette, j'imagine, j'entends les coups de talon de la femme sur le sol de tôle laminée. Ses cris étouffés. Les gars l'ont cagoulée elle aussi. J'entends également, pourquoi pas, le silence des ravisseurs. Leur bouche à bout de souffle sous la cagoule, le tissu noir à hauteur des lèvres pousse, creuse. Je sens aussi la tension de celui qui conduit, main huilée de sueur sur le volant de bakélite. Le fourgon a fait demi-tour en grinçant de la voie. Il remonte à fond le boulevard Soult jusqu'à la Porte Dorée. Je connais bien cette esplanade qui mène au bois de Vincennes. Pour moi, ce lieu, c'est avant tout le musée des colonies. À l'époque, le mot n'est pas encore tabou. Un bloc majestueux perché parmi les cimes verdoyantes dont le toit plat est soutenu par de fines colonnes carrées. Un bâtiment admirable, rempli de mosaïques, de marqueteries, de crocodiles, il abrite au sous-sol un aquarium, avec une façade entièrement décorée de bas-reliefs signés Alfred Janniot. La camionnette file toujours. Elle bifurque à gauche et s'engouffre dans la rue de la Nouvelle-Calédonie, qui aboutit au cimetière de Saint-Mandé-Sud, à côté, au bois de Vincennes. Ça freine, ça s'ouvre. Les gars tirent la femme dehors. Toujours en panique, elle tressaute comme un câble électrique lardé d'étincelles. Elle tombe, s'écorche les genoux sur les graviers. On la relève, on la traîne par les cheveux, arrachant au passage sa cagoule. Son visage n'est plus qu'un nœud de terreur, un masque difforme. Et toujours le cri, démentiel, béant, plein d'effroi. Les agresseurs ont un plan. Ils franchissent la grille.
Ce cimetière, je l'ai souvent aperçu avec ses pierres grises, ses tombes lisses, quand ma grand-mère m'emmenait au musée des colonies. Les croix et les stèles s'y dressent, au garde à vous, tels des miroirs macabres. Oui, ils ont un plan. Ils s'orientent vers un caveau dont la dalle est déjà décelée. Encore un effort, on y est presque. On fait glisser la chape, on amène la fille. Elle se débat, se contorsionne, une force extraordinaire l'habite. Je ne suis pas chasseur, mais j'ai vu, comme tout le monde, des images abominables de scènes forestières où une bête, acculée, les yeux hors de la tête, refuse encore de capituler. Seigneur, ils vont l'enterrer vivante. Mais non, elle parvient à s'échapper. Elle hurle toujours, c'est le hurlement qui la tient, la tire, alors qu'elle court désespérée vers l'entrée du cimetière. Je vois précisément sa silhouette désarticulée. Voilà, je suis né du diable de Jean-Christophe Granger pour conclure ce balado. À la semaine prochaine, mes amis. C'est le rendez-vous que Clotilde Sey et Mathieu Tessier vous donnent pour un autre épisode de Des livres plein les oreilles. Bonne lecture en audio.